Nous sommes dans la région de Saint-Paul-de-Fenouillet, dans les Pyrénées-Orientales. Ce secteur a connu en 1996 un séisme de magnitude 5,2 qui a fortement impressionné la population. Les Pyrénées, une des zones de France où la sismicité est la plus active, ont subi dans le passé plusieurs événements destructeurs, figurés en jaune sur cette carte. Plusieurs grottes sont connues autour de l'épicentre de 1996, et grâce à un financement de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, nous avons étudié quelques jours après la secousse quels pouvaient être les effets d'un tremblement de terre dans une cavité naturelle. Nos recherches nous ont conduits au Barrinque du Paradais, où d'intéressants dégâts souterrains ont été observés. Le séisme a essentiellement provoqué la chute de fines stalactites, les fistuleuses, dont les débris jonchent le sol de la grotte. Mais nous avions aussi observé des colonnes brisées et des effondrements de grosses concrétions. L'origine de ces dégâts importants restait énigmatique. S'agissait-il d'un tremblement de terre catastrophique ou d'autres causes pouvaient-elles être évoquées? Pour essayer de comprendre, nous avons décidé de refaire une séance d'exploration au printemps 2002 dans le Barrinque de Paradais. Nous installons notre camp de base au petit village de Camps, au pied du pic de Bugarache. Arnfried Becker, sismologue à l'ETH de Zurich, et Emma Barbera, étudiante en géographie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, nous accompagnent. Arnfried est très intéressé par nos méthodes qu'il souhaite appliquer à l'étude de la sismicité historique de la Suisse. En effet, la présence de concrétions brisées dans des grottes pourrait révéler l'existence de séismes anciens. Une demi-heure de mauvaise piste nous conduit sur le sommet du plateau du pic de Paradais où se situe le gouffre. Nous rejoignons Roger Bournet, spéléologue de Saint-Paul-de-Fenouillet, qui connaît parfaitement les lieux. Bien que l'entrée soit perdue au milieu des broussailles, notre compagnon la retrouve très rapidement. C'est là. Ouais, il est là. Ouais. Dis donc, il s'était bien caché, hein. Ouais, ça a poussé depuis là. Vous voyez comment on trouve les grottes, voilà. C'est pas plus bête que ça. Allez. C'est pas assez large? Oui, vas-y. Regarde. Oui. Et ça se renouvelle facilement, les touristes. Nous nous préparons pour une descente de quelques heures jusqu'à une soixantaine de mètres sous la surface. Le puits d'entrée, profond de 23 mètres, est équipé à l'aide d'échelles souples. Cette méthode, un peu ancienne, a l'avantage d'être accessible sans entraînement particulier. C'est en effet la première fois qu'Arnfried et Emma descendent sous terre. Il faut le remonter le mousqueton parce que normalement il y en a un autre. Voilà le chef qui arrive. Oh. Il pousse derrière la caméra. Ah ouais, mais ça va plus. Après avoir franchi un passage un peu chaotique encombré de gros blocs, nous arrivons dans une salle où le plafond est orné de très nombreuses fistuleuses. Ce sont ces dernières qui, lors du tremblement de terre, sont tombées par terre et ont couvert le sol de nombreux petits débris. Débris de fistuleuses qui sont tombés à la suite du séisme. Voilà. Et ça, il y en a dans toute la grotte. On voit ici une petite fistuleuse récente qui est sans doute tombée pendant le séisme de 1996. Et là, il y a une deuxième génération plus ancienne qui est déjà ressoudée par de la calcite. On en voit aussi ici. Donc il se peut qu'il y ait eu le même ébranlement lors du séisme de 1921 que lors du séisme de 1996. Donc peut-être
Ça c'est 1921 et ça 1996. La visite se poursuit afin de présenter à Arnfrid et à Emma les nombreux indices présents dans cette cavité. Et on a des fistuleuses qui sont tombées au sol pendant le séisme de 1996. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a certaines de ces fistuleuses qu'on avait observées libres juste après 1996 sur le sol, qui maintenant sont soudées, voilà, comme celle-ci ici. Elle est ressoudée, celle-ci elle est à peu près libre. Là aussi il y a des débris qui sont soudés, donc ça prouve que le concrétionnement va très vite et que celle que l'on voit un peu enrobée à l'intérieur du sol, c'est probablement lié au séisme de 1920 ou 1921, enfin, qui avait à peu près la même magnitude que le séisme de 96. Et on voit aussi qu'il n'y a finalement pas tellement de générations que ça de chutes de fistuleuses. Donc si c'était un processus régulier, normal, on aurait des empilements un petit peu partout, tandis que là on voit qu'il y a simplement 2 générations. Un peu plus loin dans la cavité, nous atteignons une zone où des dégâts très importants n'ont probablement pas été provoqués par un tremblement de terre, mais plutôt par un mouvement de faille. Look at that, Arnfrid. Beautiful. Alors là, Emma, on voit bien donc qu'il y a une compression qui a complètement explosé sous l'effet du mouvement du plafond. Il y a le plafond qui est descendu, parce qu'il est le plafond en fait c'est la faille. Et alors soit ça c'est une stalactite et ça une stalagmite, elles se sont rentrées l'une dans l'autre, ça a explosé. Soit c'est un pilier qui sous l'effet donc du mouvement a complètement explosé. En de nombreux points, nous pouvons faire des observations équivalentes. Des concrétions ont été brisées par le mouvement des parois de la grotte. Mais dans certains secteurs, des stalagmites isolées des parois sont elles aussi brisées. Dans un premier temps, nous avions pensé que seul un séisme pouvait provoquer de tels dégâts par les vibrations qu'il engendre. Dans certains points, il est possible d'observer de véritables cimetières de concrétion. S'agissait-il des effets d'un énorme tremblement de terre? Ce qui nous intrigue beaucoup, c'est que cette stalagmite, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, elle n'est pas reliée au plafond, donc on ne peut pas dire que c'est un mouvement... Les mêmes observations sont possibles dans de très nombreux endroits de la cavité. La rupture ici et le déplacement. Alors il y a la même chose, un peu plus haut, on va monter voir. Ici. Voilà, il y a ça, cet exemple, ici, qui est absolument extraordinaire. Là, ici, où on a une petite stalagmite, ici, qui a bougé aussi, de la même façon que celle d'en bas, avec une belle fracture à cet endroit-là, il y a même encore des morceaux intacts. Et là, au sommet, on voit, il y a un petit cube qu'on retrouve là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, cette partie-là, c'était le sommet de celle-ci. Donc il y a eu quelque chose qui a cisaillé. Alors ici aussi, c'est la même chose, hein, elle bouge, voilà. C'est complètement désolidarisé. Alors est-ce que c'est l'effet d'un séisme ou pas? Difficile à dire pour l'instant. Alors là, il y a une belle stalagmite, c'est un des plus beaux exemples de la grotte, hein, elle est complètement éloignée des parois. Et c'est pareil, elle a été cisaillée à sa base avec un déplacement. Une hypothèse devient de plus en plus probable. Tous ces dégâts ne pourraient-ils pas avoir été provoqués par l'intrusion de la glace à l'intérieur du gouffre? J'ai décalage d'1 centimètre. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est lié à un séisme qui a fait vibrer? Est-ce que c'est parce que tout ça s'était enchâssé dans de la glace a bougé, a tout cisaillé? C'est ce qu'on essaie de voir un petit peu aujourd'hui. Pour essayer de mieux comprendre ces phénomènes, déplaçons-nous de plusieurs centaines de kilomètres sur les traces de Gospodaric, géologue slovène, qui
qui a signalé il y a déjà de nombreuses années des dégâts souterrains similaires dans la grotte de Postojna. Cette cavité, au lieu du tourisme souterrain, attire chaque année des centaines de milliers de touristes. En quelques points du parcours classique, des cimetières de concrétion sont visibles. Grâce à nos collègues slovènes, nous obtenons facilement l'autorisation de quitter les sentiers touristiques pour aller visiter les galeries dans lesquelles Gospodaric a effectué ses observations. Les dégâts principaux s'observent dans un secteur où des dalles sont tombées du plafond. La chute de ces éléments rocheux a-t-elle été la raison du bris des stalagmites, ou une même cause est-elle responsable de l'ensemble des dégâts ? L'absence de chute de gros blocs en de nombreux points nous conduit plutôt à penser que tout relève d'un même mécanisme. C'est à quelques dizaines de kilomètres de là, dans les montagnes de Radua, que la solution s'offre enfin à nous. Cavité touristique réservée à des visiteurs aventureux, la grotte de Snejna Jama tire son intérêt de la présence d'un glacier souterrain où nous allons pouvoir faire de très intéressantes observations. Le glacier occupe seulement une partie de la cavité, non loin de l'entrée. L'épaisseur de glace est inconnue, mais un puits permet de voir qu'elle dépasse une dizaine de mètres. Nous pouvons constater que de nombreux éléments rocheux sont inclus dans la glace, constituant une véritable moraine souterraine comparable à celle des glaciers de haute montagne. En progressant vers le fond de la cavité,
Nous atteignons des zones où le glacier n'est plus présent. Nous pouvons y observer une grande quantité de concrétions brisées qui témoignent de l'action de la glace. Cette dernière, par son poids et ses mouvements, a brisé et déplacé une multitude d'objets. Nous circulons dans un véritable cimetière de débris de concrétion et de petits blocs rocheux. Alors qu'aucune trace d'arrachement n'est visible au plafond, nous observons sur le sol de gros blocs rocheux dont la présence ici ne peut s'expliquer que par un transport par la glace. Il s'agit de véritables blocs erratiques. De gros piliers stalagmitiques ont été inclinés par le mouvement de la glace. Sur le côté de la galerie, un massif de stalactites a été complètement raboté par le mouvement du glacier. Des blocs rocheux ont été déposés par la glace le long des parois sur des corniches. Des cannelures verticales sculptant la roche ont visiblement été creusées par l'eau de fonte sur les bordures du glacier. Nous découvrons enfin un massif de concrétion dissous et raboté par l'action de la glace. La glace souterraine peut donc briser les concrétions, mais aussi les dissoudre lorsqu'elles fond. Des indices comparables sont-ils présents dans le barrinque de Paradé? La recherche de formes comparables à celles que nous avons observées à Snezhna Yama est le but de notre mission en 2002 dans le barrinque du Paradé. Nous avons enfin la chance de découvrir les premières traces de dissolution. Là aussi, c'est joli, hein, comme ça. On dirait la pagaille. Là aussi, on voit il y a une belle stalagmite qui est la surface qui est complètement redissoute. On voit bien les différentes couches qui ont été mises en relief par la dissolution. Et elle était là, elle a basculé en fait. Elle était comme ça. Donc ça pourrait éventuellement signifier qu'il y a eu de la glace à l'intérieur de ce réseau, mais c'est pas sûr. Et il y en a d'autres, hein, là-bas aussi, c'est dissous. On the other side, can you see the too? Is it also smooth? Yes. On both sides? Yes, both sides. But not Les indices se multiplient et peu à peu nous acquérons la certitude que le barrinque du Paradé a bien été envahi par de la glace souterraine. And the ice has broken the tiny crystals. Yes. And when the ice has melt, all the small broken parts were accumulated here. It's a theory. D'énormes blocs ont été déplacés et dans certaines zones nous observons des formes d'écrasement comparables à celles que nous avions vues dans Snezhna Yama. Ces indices traduisent la présence d'un important glacier dans le barrinque du Paradé à une époque que nous ignorons. Les principaux dégâts observés dans le barrinque du Paradé sont donc liés à l'action de la glace ou à des mouvements de faille et n'ont donc pas été provoqués par un séisme. Le mécanisme suivant peut être évoqué pour de nombreuses cavités. De la glace a envahi des réseaux pendant les périodes glaciaires, puis lors de la fonte, la masse de glace se déplaçant a brisé les concrétions pour ne laisser subsister que quelques débris couchés sur le sol. Grâce à ces observations, nous savons maintenant que les tremblements de terre n'occasionnent que peu de dégâts à l'intérieur des grottes. Il s'agit essentiellement de chutes de fistuleuses ou de stalactites et stalagmites très élancées.
Nous pourrons donc poursuivre nos études de paléosismicité dans les grottes, en sachant cette fois quels indices rechercher. Attention, des cris. Ah mais j'ai plus de force dans les bras. Voilà, de l'autre côté, là-bas. On est pas... Ah oui, ça fait très pub pour Coca-Cola. Alors il est bon le petit vin d'ici? Très bon. Est-ce que tu as quelque chose à boire? Oui. Oui, yeah, ok. À ce pro. Ça va? Ça va. Le barringue du Paradais a été notre meilleure école et il nous reste maintenant à appliquer ces enseignements à d'autres zones sismiques.